Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une étude d'une ampleur inégalée à ce jour en France, celui du temps passé par un enfant devant un écran, ordinateur ou télévision. Eh bien, il crève tous les plafonds de recommandations. Un seul chiffre, 56 minutes dès l'âge de 2 ans. Ce n'est pas le seul enseignement de l'enquête menée par les chercheurs de l'INSERM et de l'INED, Yasmina Katou. Les origines sociales et géographiques jouent un rôle. Oui, un enfant des Hauts-de-France regarde plus la télévision qu'un petit breton de 2 ans, 1h04 par jour contre 41 minutes. Les habitudes prises dès le plus jeune âge perdurent. À 5 ans et demi, les enfants des Hauts-de-France passent toujours plus de temps devant les écrans que ceux des autres régions, avec 1h43 d'exposition, 26 minutes de plus qu'en Pays de la Loire par exemple. Le rapport montre aussi que seulement 13% des parents appliquent la recommandation « pas d'écran avant 2 ans ». Pourtant, quelques années plus tard, les effets sont délétères, alerte Michel Desmurget, neuroscientifique à l'INSERM. 1 heure d'écran à la maternelle, vous perdez 40% quasiment de la compétence mathématique des enfants au CM2. Et ça s'explique justement parce que si vous prenez 1 heure, l'enfant il empile des petits carrés sur les gros, il fait des Lego. Pour construire le nombre, il faut être capable de serrer, il faut être capable de hiérarchiser. Et ça, c'est des compétences qui se développent dans ce jeu libre, fondamental au développement. Selon le chercheur, pour éviter ces retards d'apprentissage, il faudrait bannir toute exposition aux écrans avant 5 ans. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Même à l'étranger, Emmanuel Macron est rattrapé par la réforme des retraites. Il en a eu un petit aperçu aux Pays-Bas hier. Une visite d'État qui avait bien commencé avec une réception au Palais Royal. C'est ensuite que les choses se sont gâtées. Lors de son discours sur la souveraineté économique européenne à l'Institut Nexus de La Haye, 3 étudiants présumés l'ont interpellé sur le recours au 49.3 et le contournement du Parlement. Après leur évacuation, Emmanuel Macron leur a répondu à la tribune. Pour l'humanité et nos valeurs partagées. Je pense que nous avons perdu quelque chose. Elle est belle, la démocratie française. C'est très important d'avoir un débat social. Je peux répondre à toutes les questions sur ce dont nous discutons en France. Ceci est une démocratie et une démocratie est exactement un endroit où l'on peut manifester et voir ce type d'intervention. Mais le jour où vous vous dites, quand je suis en désaccord avec la loi qui a été adoptée, ou les personnes qui ont été élues, je peux faire ce que je veux, car je décide moi-même de la légitimité de ce que je fais, vous mettez la démocratie en danger. Emmanuel Macron hier à la F1 de la visite d'État. Aujourd'hui au programme signature d'un pacte pour l'innovation dans les semi-conducteurs et la physique quantique. Le chef de l'État décidément sous le feu des critiques. Attention, propos offensants à suivre. Emmanuel Macron est le lèche-cul de la Chine. Accusation signée Donald Trump cette nuit sur la chaîne Fox News. L'ex-président américain était interrogé sur la rencontre entre Emmanuel Macron et le numéro 1 chinois Xi Jinping. Il est 7h04 à Marseille. Les recherches se poursuivent dans les décombres des 2 immeubles effondrés de la rue de Tivoli. 4 des 6 victimes déjà retrouvées ont pu être identifiées. Il reste potentiellement 2 personnes sous les quelques 500 derniers mètres cubes de gravats à explorer. Du côté de l'enquête sur l'effondrement du 17 rue de Tivoli, la piste d'une explosion due au gaz prend de l'épaisseur. Mais pour les habitants qui n'ont toujours pas pu regagner leur domicile, il faut tenter de se débrouiller au quotidien. Les 300 riverains évacués n'ont eu parfois que quelques minutes pour récupérer le strict nécessaire. Certains n'ont ni affaires, ni papier et encore moins de logement. La ville de Marseille vient d'ouvrir un bureau d'accueil dans un gymnase pour les aider dans leur démarche. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Frédéric Michel. Avec son épouse, Stéphane habite à 40 mètres du lieu de l'explosion. Leur maison a été endommagée et cette cellule d'accompagnement est une aide utile. Il y a tous les services là, qui nous accueillent. Notamment, là, on vient de voir un avocat qui nous renseigne sur tous nos droits, toutes les démarches à faire. Puis là, ma femme est aussi accueillie par une psychologue parce que le choc est très rude, quoi. Depuis le drame, le couple n'a pu revenir dans sa propriété qu'une poignée de minutes, le temps seulement de prendre quelques affaires. Dans leur tête, les questions se bousculent. On a demandé comment il fallait faire pour prévenir les assurances, qu'est-ce qu'il fallait déclarer. Bon, on nous renseigne bien, mais en même temps, après, on est dans l'expectative, parce que ça évolue très lentement. Difficile pour les agents municipaux et les avocats mobilisés de répondre à toutes les questions. Ce jeune homme locataire du 19 rue de Tivoli relativise. Depuis le début, en fait, c'est genre un peu mes voisins qui finissent par me filer un peu des infos. Mais après, bon, je comprends, c'est le bordel partout. Moi, j'ai réussi à récupérer mes papiers en partant, ce qui est déjà beaucoup mieux que la plupart de mes voisins. Donc après, l'avenir c'est demain, déjà c'est bien, quoi, on verra, quoi. Une ligne téléphonique dédiée aux sinistrés a également
également été ouverte. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Marseille. L'agriculture française va-t-elle manquer de bras? Question posée aujourd'hui par la Cour des comptes. Et la publication du rapport est attendue aujourd'hui. Près de la moitié des agriculteurs sont âgés de 55 ans ou plus. Les sages de la rue Cambon se sont concentrés sur l'installation des nouveaux agriculteurs et la transmission des exploitations. Près de 100 000 ont disparu en 10 ans. Pour le président de la commission économique de la FNSEA, Yannick Fialip, des solutions existent. Il faut simplifier les procédures. Reprendre du jour au lendemain toute une exploitation avec les capitaux, avec le travail, on voit bien qu'il y a des jeunes qui sont un peu réticents et on pourrait trouver peut-être quelque chose qui se fasse sur du long terme. En 3-4 ans, on puisse commencer à s'installer et l'ancien continue à travailler. Il y a tout un sujet à réinventer sur ce plan-là. Dans une chambre d'agriculture, par exemple, le cédant peut venir voir pour céder son exploitation et en même temps, on met en relation avec un jeune qui puisse s'installer. Et tout se gère autour de cet organisme qui évite la perdition, qui évite d'aller sur des structures, quelquefois, qui n'ont pas suffisamment de recul sur le projet d'installation, d'avoir le bon conseil au bon moment. Donc ça serait ça le guichet unique qui permettrait de vraiment formaliser un guichet départemental sur l'installation, transmission et donc de formaliser ce moment de passerelle qui est essentiel dans la vie agricole. Le président de la commission économique de la FNSEA, Yannick Fialip, avec Clément Barguin. Les Jeux Olympiques de Paris, une aubaine pour les propriétaires. Un millier de Parisiens ont déjà ouvert les réservations pour l'été 2024. Elle louait son appartement le temps des JO. Certains propriétaires ont vite fait le calcul. La promesse d'une rentrée d'argent facile fait gonfler les prix. La nuit est facturée jusqu'à 5 fois plus cher que d'habitude, parfois plus de 1 000 €. Le leader du secteur Airbnb garantit qu'il n'y aura pas d'inflation. La mairie de Paris est plus réservée. Reportage Clotilde Dumay. Dans une rue commerçante du 15e arrondissement, Maxime a rénové son appartement avec tout le nécessaire. Une salle de bain WC avec une douche, une pièce principale avec une cuisine ouverte, tout équipé et une petite chambre. Habituellement, Maxime loue son 32 mètres carrés, 200 € la nuit. Mais pour les Jeux Olympiques... Je l'ai mis à 600 € déjà pour voir s'il y avait des locataires qui étaient prêts à payer ce prix-là. Je considère que c'est la loi de l'offre et la demande. Comme Maxime, de plus en plus de Parisiens veulent profiter de l'affluence des JO pour se faire un peu d'argent, ce que comprend Yann Brossa, l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement. Des Parisiens qui souhaitent louer leur résidence principale pendant qu'ils partent en vacances et mettre un peu de beurre dans les épinards, ça ne nous pose pas de problème. En revanche, nous disons non à des gens qui en réalité sont des professionnels de ce secteur et achètent des appartements pour les louer toute l'année à des touristes. Mais la ville de Paris n'a pas de marge de manœuvre au vu de la législation actuelle sur les prix de ces locations. Les agents de la ville continueront en revanche de contrôler la réglementation actuelle pendant les Jeux. Un reportage Clotilde Dumay, 600 € la nuit. Cela permettra à Maxime, par exemple, que l'on vient d'entendre dans ce reportage, de gagner 10 200 € sur les 15 jours d'Olympiade. Et ça, c'est pour les Jeux olympiques valides. C'est sans compter les Jeux paralympiques. Allez, le football avec 2 résultats des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Manchester City s'impose 3-0 face au Bayern Munich. Wow. Victoire 2-0, oui, c'est pratiquement fait pour les Citizens. Victoire 2-0 de l'Inter Milan sur Benfica. La suite ce soir à 21h avec Real Madrid, Chelsea et l'AC Milan contre Naples. Match à suivre bien sûr dans Europe 1 Sport. Et puis je ne peux pas résister au plaisir de vous parler évidemment de la victoire de l'équipe de France féminine de football face au championnat olympique. Les Canadiennes, victoire de Buzyn. Ça part très bien pour Hervé Renard, le nouveau sélectionneur. Il y a une ambiance de feu, paraît-il, dans cette nouvelle équipe de France féminine de foot. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.